Un homme contrôle Dior, Vuitton, Givenchy, Fendi, Bulgari, Tiffany, Sephora, Le Bon Marché. Il possède Le Parisien, Les Échos, Radio Classique. 75 marques de luxe sous son contrôle. Son empire pèse 4% du PIB français. 4%. Plus que l'industrie automobile. Plus que l'aéronautique. À quel moment un homme devient-il plus puissant qu'un État? Son nom, Bernard Arnault. Fortune personnelle, plus de 200 milliards de dollars. L'homme le plus riche du monde, selon les périodes. Années 80. Arnault revient des États-Unis. Il a observé Wall Street, les Raiders, les leveraged buyouts. Il a compris quelque chose. Cette agressivité financière peut s'appliquer au luxe français. Un monde feutré, familial, sentimental, donc vulnérable. Dans le milieu, on lui donne un surnom. Le loup en Cachemire. Voici l'histoire d'un homme qui a racheté la France. Littéralement. 1984. L'empire Boussac s'effondre. 9000 employés. Plusieurs marques textiles. Christian Dior parmi elles. L'État français cherche désespérément un repreneur. Personne ne veut d'un groupe au bord de la faillite. Sauf Arnault. Il a 35 ans. Il vient du secteur immobilier familial. Personne ne le connaît dans le luxe. Il fait une proposition incroyable. Je rachète Boussac pour un franc symbolique. 1 franc. Mais il promet. Je vais sauver les emplois. Je vais restructurer. Moderniser. L'État accepte. Soulagé. Arnault obtient Boussac, avec de l'argent emprunté. Et là commence le dépeçage. 3 mois après l'acquisition, les licenciements commencent. 6 mois, 1000 employés dehors. 1 an, 4000. 18 mois, 8000 employés licenciés. Sur 9000. Les usines textiles, fermées. Les ateliers de production, liquidés. Les terrains, vendus. L'immobilier, vendu. Arnault garde une seule chose. La marque Christian Dior. Juste le nom, le prestige, l'héritage. Le reste, démantelé pour rembourser la dette. Résultat final. Patrimoine net positif. Christian Dior acquis pour presque rien. 8000 personnes au chômage. Quand on lui demande de justifier ses licenciements massifs, Arnault répond froidement. L'entreprise n'était pas viable. J'ai sauvé ce qui pouvait l'être. Promettre pour obtenir. Liquider pour profiter. Leçon numéro 1 du capitalisme version Arnault. Mais Dior n'est qu'un début. Arnault veut plus. Beaucoup plus. 1987. 2 géants français du luxe viennent de fusionner. Louis Vuitton et Moet Hennessy. LVMH est né. Les familles fondatrices contrôlent encore le groupe. Alain Chevalier côté Moet. Henri Racamier côté Vuitton. Mais ils ne s'entendent pas. Désaccord stratégique. Lutte d'ego. Arnault observe. Il voit la faille. Et il attaque. Discrètement d'abord. Il commence à acheter des actions LVMH. Pas à son nom. Via des sociétés écrans. Des holdings obscurs. Des prête-noms. Personne ne remarque. Mois après mois, il accumule. 10%. 20%. 30%. Janvier 1989. Arnault possède 43% de LVMH, sans que les fondateurs le sachent. Puis, il révèle son jeu. Conférence de presse. J'ai le contrôle de LVMH. Choc. Racamier et Chevalier réalisent qu'ils ont été joués. Bataille juridique féroce. Procès. Contre-procès. Accusation. Racamier dira plus tard. Il nous a volé notre entreprise. Mais Arnault a respecté la loi. Techniquement. Il utilise leur division contre eux. Il propose un deal à Chevalier. Un autre à Racamier. Diviser pour mieux régner. 1989. Victoire totale. Arnault devient PDG de LVMH. Les familles fondatrices sont expulsées. Racamier quittera le groupe. Amer. Arnault répondra essentiellement. J'ai respecté la loi. Dans le capitalisme, la sentimentalité est une faiblesse exploitable. Leçon numéro 2. Maintenant qu'Arnault contrôle LVMH, il développe une formule. Un modèle qu'il répétera plus de 75 fois. Voici comment ça fonctionne. Étape 1. Identifier la cible. Chercher des marques historiques avec des problèmes financiers. Héritage fort, gestion faible, la combinaison parfaite. Fendi en difficulté? Cible.
Bulgarie qui peine. Cible. Tiffany qui stagne. Cible. Étape 2. Acquérir. Utiliser de la dette. Le leveraged buyout classique. Arnaud ne paie presque jamais avec son argent. Il emprunte. Et il promet toujours la même chose aux créateurs. Vous garderez votre autonomie créative. Nous contrôlerons juste la finance. Les créateurs acceptent. Rassurés. Étape 3. Centraliser. Une fois propriétaire, la discipline LVMH s'impose. Centralisation des achats, de la production, de la logistique, économie d'échelle massive, réduction drastique des coûts. La marque artisanale devient une machine industrielle, mais gardant l'image artisanale. Étape 4. Gonfler les prix. Progressivement. 30%. 50%. Parfois, 100%. Créer de la rareté artificielle. Limiter les quantités. Contrôler la distribution. Marketing massif, c'est du luxe, donc c'est cher. Les clients paient plus pour exactement le même produit. Voici la vérité brutale. Un sac Louis Vuitton coûte environ 100 € à produire. Matériaux, main-d'œuvre, transport. Il se vend entre 2 000 et 3 000 €. Marge, 1 900 € par sac, multiplié par des millions d'unités vendues chaque année. Arnaud ne vend pas des sacs. Il vend de l'appartenance à une classe sociale. De l'insécurité transformée en achat. Le luxe n'est pas une industrie. C'est une taxe volontaire sur l'insécurité sociale. Leçon numéro 3. Mais Arnaud comprend quelque chose que d'autres milliardaires ignorent. Contrôler le luxe ne suffit pas. Il faut aussi contrôler l'information. Année 2000. Arnaud commence à acheter des médias. Le Parisien. Journal populaire. Diffusion massive. Les Échos. Référence économique française. Radio classique. Audience aisée. Participation indirecte dans Le Monde via Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Pourquoi est-ce crucial? Parce que les médias qui pourraient critiquer LVMH appartiennent à LVMH. Conflit d'intérêts structurel. Faites l'expérience. Cherchez des articles critiques sur Bernard Arnault dans Les Échos. Vous n'en trouverez presque aucun. Des portraits flatteurs? Nombreux. Des analyses de sa stratégie? Admiratives. Des enquêtes sur ses pratiques fiscales? Inexistantes. C'est normal. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Et Arnaud va plus loin. Il cultive le pouvoir politique. Photos avec tous les présidents depuis Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Dîners privés à l'Élysée documentés. Conseils économiques au gouvernement. Influence directe sur la politique fiscale du luxe. Question simple. Qui décide vraiment de la politique économique française? Le ministre des Finances? Ou l'homme qui emploie 200 000 personnes et pèse 4% du PIB? Contrôler les médias, c'est contrôler le récit. Contrôler le récit, c'est contrôler le pouvoir. Leçon numéro 4. Parlons chiffres. Les vrais chiffres. Ceux qui donnent le vertige. Fortune personnelle de Bernard Arnault. Plus de 200 milliards de dollars. Plus riche que le PIB de 140 pays. Il gagne environ 30 millions de dollars par jour en moyenne sur les bonnes années. 30 millions par jour. Pendant que vous regardez cette vidéo, il a gagné plusieurs centaines de milliers de dollars. LVMH représente 4% du PIB français. Premier employeur privé du luxe en France. Voici le problème. Si LVMH coule, la France a un problème économique majeur. Donc la France doit protéger LVMH. Donc la France doit protéger Arnault. Il est devenu too big to fail. Trop important pour l'économie pour être vraiment régulé. Optimisation fiscale? Holding familial historiquement en Belgique. Structure complexe à travers l'Europe. Tout est légal. Mais est-ce moral? Question brutale. Arnault est-il too big to regulate? Peut-on vraiment taxer quelqu'un qui possède les médias économiques et dîne régulièrement avec le président? Peut-on critiquer quelqu'un qui emploie directement ou indirectement des centaines de milliers de personnes? Au-delà d'un certain seuil de richesse, les règles ne s'appliquent plus de la même façon. Leçon numéro 5. Alors, quel est le bilan de Bernard Arnault? Ce qu'il a réussi est indéniable. Il a transformé la culture française en machine à cash.
Il a créé l'empire du luxe le plus puissant de l'histoire humaine. Il a prouvé qu'on peut racheter l'identité d'un pays et la monétiser. Le luxe français n'a jamais été aussi rentable. Les marques françaises dominent le marché mondial. LVMH est l'une des entreprises les plus valorisées d'Europe. Mais regardons l'autre côté. Ce qu'il a détruit. L'indépendance des maisons historiques. Dior, Vuitton, Givenchy ne sont plus des entreprises familiales. Ce sont des divisions d'un conglomérat coté en bourse. Des milliers d'emplois ouvriers. Boussac, 8000 licenciements. D'autres restructurations. D'autres fermetures. Le mythe du luxe artisanal français. Aujourd'hui, un sac Vuitton est fabriqué en série, dans des ateliers optimisés comme des usines, avec des cadences de production dignes de l'industrie automobile. Mais on vous vend toujours le rêve de l'artisan qui coude à la main. Le paradoxe final. Arnault vend l'art de vivre à la française, le raffinement, la tradition, l'excellence. Mais il a industrialisé, financiarisé, américanisé tout le processus. Le luxe français est devenu un produit dérivé coté en bourse, avec des objectifs de rentabilité trimestrielle, des actionnaires à satisfaire, des marges à maximiser. Le rêve est devenu un algorithme de profit. Alors posons la question finale. Arnault a-t-il sauvé le luxe français ou l'a-t-il tué? A-t-il préservé l'héritage ou l'a-t-il transformé en Disneyland pour riches? La réponse dépend de ce qu'on valorise. Si on valorise la rentabilité, Arnault a gagné. LVMH génère des dizaines de milliards de profits. Les actionnaires s'y sont ravis. Si on valorise l'authenticité, Arnault a perdu. Le luxe français n'est plus vraiment français. C'est une marque globale gérée comme n'importe quelle multinationale. Si on valorise l'emploi, c'est complexe. LVMH emploie des dizaines de milliers de personnes, mais a détruit des milliers d'emplois ouvriers traditionnels, remplacés par des emplois de vente et de marketing. Dans 50 ans, quand les historiens étudieront la France du XXIe siècle, diront-ils que c'était la République française ou la République LVMH? Diront-ils que Bernard Arnault était un entrepreneur visionnaire ou un raider financier qui a transformé la culture en cash? Voici ce qui est certain. Bernard Arnault a compris quelque chose de fondamental. Le luxe n'est pas un produit, c'est une émotion. Le désir d'appartenance, la peur d'être exclu, l'insécurité sociale. Et il a industrialisé cette émotion. Il l'a transformée en système, identifié, acquérir, centraliser, maximiser, répéter, 75 fois, avec la froideur d'un algorithme. Sans sentimentalité, sans nostalgie, juste l'efficacité du capital. Et aujourd'hui, il possède plus que des marques. Il possède des symboles. Dior, c'est Paris. Vuitton, c'est la France. Tiffany, c'est New York. Il ne vend pas des objets. Il vend des nations transformées en logos. Alors, qui est Bernard Arnault? Un génie financier qui a sauvé le luxe français de la médiocrité. Ou un prédateur qui a transformé l'héritage en produit de consommation de masse pour ultra-riches. Un créateur d'emplois et de richesses. Ou un destructeur d'indépendance et d'authenticité. La vérité, probablement, est qu'il est tout cela. Il est le capitalisme à son état le plus pur. Sans masque, sans excuse, sans illusion. Il a joué selon les règles. Et il a gagné. Plus que n'importe qui dans l'histoire du luxe. Peut-être plus que n'importe qui dans l'histoire du capitalisme français. Mais sa victoire pose une question. Quand un homme possède 4% d'une économie, quand il contrôle les médias qui parlent de lui, quand il dîne avec ceux qui font les lois, quand il emploie des centaines de milliers de personnes, est-il encore un citoyen parmi d'autres? Ou est-il devenu une institution? Un pouvoir parallèle? Un État dans l'État? L'histoire de Bernard Arnault n'est pas finie. À 75 ans, il prépare déjà sa succession. Ses 5 enfants sont positionnés dans l'Empire. Delphine chez Dior, Antoine chez Berluti, Alexandre chez Tiffany. La dynastie continue. Mais l'histoire nous enseigne quelque chose. Les empires tombent toujours. Rome, Napoléon, les Habsbourg. Tous sont tombés. LVMH tombera-t-il un jour? Arnault le sait probablement. C'est peut-être pour ça qu'il achète toujours plus de marques, toujours plus de contrôle. Comme si l'accumulation pouvait conjurer l'inévitable.
Voici ce que nous devons retenir. Bernard Arnault n'a pas triché. Il a joué selon les règles du capitalisme. Mais il a révélé quelque chose d'inconfortable. Que ces règles permettent à un homme de racheter l'identité d'un pays. Que le patrimoine culturel peut être transformé en actif financier. Que la tradition peut être industrialisée. Que tout peut être vendu. Absolument tout. Y compris ce que nous pensions invendable. L'élégance française. Le raffinement parisien, l'art de vivre, tout est devenu produit, tout est devenu marge, tout est devenu profit. Et peut-être que c'est ça, la vraie leçon. Dans le capitalisme moderne, rien n'est sacré, pas même la France. Surtout pas la France. Parce que la France, avec son luxe et son prestige, est le produit parfait. Rare, désiré, émotionnel, donc extrêmement profitable. Bernard Arnault l'a compris avant tout le monde, et il en a fait sa fortune. La plus grande fortune du monde, bâtie sur notre désir d'appartenir, sur notre peur d'être exclu, sur notre insécurité transformée en achat. Le loup en Cachemire a gagné, et nous continuons d'acheter.